Parole de femme. Vous écoutez le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique. Avec vous, Nathalie Barge, avec une invitée en ligne à Abidjan, Mireille Niaoré-Botti, présidente de la fondation Mireille Anti, une organisation de prise en charge psychosociale des personnes en détresse affective, notamment victimes de blessures émotionnelles ou de toutes sortes d'agressions. Et cette ONG ivoirienne a donc mis en place un projet de scolarisation des enfants incarcérés avec leur mère dans les prisons ivoiriennes, notamment la fameuse MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Madame, bonjour et merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonjour. Vous êtes avec nous pour parler de ce projet de scolarisation des enfants qui sont avec leur maman à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Combien en avez-vous scolarisé ? Alors nous en avons scolarisé 2 l'an dernier et c'est ces 2 qui poursuivent leur scolarité cette année encore. Ils étaient 6 au départ quand nous les avons identifiés seulement. Parmi les 6, il n'y avait que 3 qui étaient en âge de pouvoir aller à l'école, ne serait-ce qu'à la crèche. Les autres étaient encore tout petits, bébés ou nourrissons. Donc nous avons commencé avec les 3 quand la mère de la petite Inès est sortie. Et là, nous nous retrouvons avec le petit Emmanuel et Razak. Donc les 2 ont terminé leur année scolaire dernière. Et là, aujourd'hui, a repris l'année scolaire de ces 2 petits garçons. Entre-temps, la population carcérale de ces enfants s'est fortement réduite. Aujourd'hui, nous sommes à 3 petits garçons, dont un qui a 9 mois, qui lui, malheureusement, ne peut pas aller à l'école, donc il est avec sa maman en cellule. Et nous poursuivons, comme je l'ai dit, la scolarité de Razak et Emmanuel. D'accord. Mais il faut souligner qu'il y a 6 femmes enceintes actuellement. Ça veut dire qu'il y aura des petits qui vont naître dans les jours à venir. Est-ce que ce type de projet, il existe également dans d'autres prisons en Côte d'Ivoire ? Non, pas du tout. C'est une situation qui nous avait été en son temps rapportée par l'administration pénitentiaire avec laquelle on travaille sur la question. Nous avons voulu initier ce projet de scolarisation justement pour voir s'il était possible de faire sortir ces enfants-là. Donc nous avons fait ce projet test-là l'an dernier et nous avons agréablement été surpris par ces enfants qui au départ étaient très craintifs, qui pleuraient quand ils ont vu le car. Bon, vous me direz, tous les enfants d'ordinaire, le premier jour de l'école c'est difficile, mais eux 2 fois plus, dans la mesure où ils ne connaissent que la cellule, ils ne connaissent que la prison, ils n'ont jamais rien vu d'autre que ça parce que pour eux c'est leur univers, alors que c'est en réalité pas le cas. Et donc ce projet nous a permis de déceler ces failles-là au niveau de ces enfants et de pouvoir leur apporter l'éducation. Alors en fin d'année scolaire, on s'est rendu compte que les enfants voulaient même plus retourner en cellule parce que le matin ils partent à 10h et le soir ils doivent retourner avant 16h, avant la fermeture des cellules, et ces enfants-là ne voulaient pas. Alors justement, quelles sont les conditions de vie à la MACA, notamment pour les femmes ? Est-ce qu'elles sont vraiment séparées des hommes ? Il y a un bâtiment à l'intérieur de la MACA qui est dédié aux femmes, qui s'appelle le bâtiment F, mais toujours est-il que les femmes cohabitent avec les hommes, parce que c'est une prison identique aux mineurs, aux femmes et aux hommes. Et notre vœu, justement, c'est qu'il y ait une prison dédiée spécialement aux femmes, parce que le cas est le même sur l'étendue du territoire ivoirien. Donc c'est aussi ça notre plaidoyer, qu'il y ait une prison spécifiquement dédiée aux femmes, de sorte qu'on puisse prendre de façon correcte en charge les nouveau-nés et ces petits que nous scolarisons. Est-ce que vous en avez alors parlé au ministère de la Justice de ce projet, d'avoir une prison spécialement pour les femmes ? Oui, absolument, absolument. Et nous avons même demandé, pour parer au plus pressé, là, dans l'immédiat, que ces enfants puissent être référés dans des institutions étatiques, notamment les pouponnières ou les orphelinats. C'est ce que nous avons souhaité et nous sommes encore en train de discuter de la question avec les responsables pénitentiaires qui nous ont dit qu'ils ont déjà fait un effort parce que ces enfants-là devaient rester en prison jusqu'à l'âge de 4 ans. Ils ont réduit la période jusqu'à 2 ans. Bon, Emmanuel, il a quand même 3 ans. Les mamans comprennent cet effort de scolarisation et elles ont envie que ces enfants soient référés vers des structures étatiques. Mais madame, ce qu'il faut, en fait, c'est une décision de l'État au plus haut pour dire à partir d'aujourd'hui,
aujourd'hui, par exemple, aucune maman ne rentrera en prison avec son enfant, de sorte que lorsqu'elle est condamnée, l'enfant est aussitôt référé, ou qu'on dise, par exemple, qu'une mère ne doit pas aller en prison enceinte, mais qu'elle accouche d'abord, qu'elle parte et qu'ensuite l'enfant soit référé. Avant même qu'on arrive à de gros moyens comme construire une prison spécifique pour les femmes. Donc il faut parer au plus pressé avec ce type de décision-là pour permettre à ces enfants de vivre décemment et à leur mère d'être prises en charge correctement dans les prisons et sortir retrouver leurs enfants. Mais est-ce que l'on s'assure, parce que dans une prison comme celle d'Abidjan, tout de même, est-ce que l'on s'assure que ces femmes et surtout ces enfants sont en sécurité à partir du moment où ils cohabitent avec des repris de justice, des criminels, etc. C'est une question très intéressante et très importante parce que vous savez que les prisons ont leur lot quotidien et ces enfants-là n'y échappent forcément pas. Et ça, c'est notre combat, faire sortir ces enfants de ce milieu de grands et ces enfants qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Et pour ces enfants, c'est leur quotidien, c'est normal que ça se passe comme ça. Alors, très tôt, déjà, l'enfant, il emmagasine pas mal d'idées de ce type-là et on craint pour leur avenir. Alors, comment ça se passe en prison? Nous ne travaillons pas directement dans le domaine carcéral. Nous avons été interpellés par cette situation des enfants que nous trouvons injuste et nous faisons ce que nous pouvons, ne serait-ce que 4 heures ou 5 heures de temps pour que ces enfants-là échappent à cette réalité carcérale en étant à l'école. Mais vous me direz, notre travail est forcément remis en cause quand ces enfants doivent retourner en cellule le soir. Donc non, il ne faudrait pas que ces enfants-là restent plus longtemps. Vous connaissez le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire? C'est vraiment inutile qu'on puisse encore créer un laboratoire de microbes à l'intérieur de la MACA pour que ces enfants sortent et qu'ils soient encore victimes de la société ou qu'ils fassent du tort aux citoyens lambda. Et que pensent les mères justement de ce que vous leur proposez, de scolariser leurs enfants, ce qui du reste paraît tout à fait normal parce que les enfants n'ont rien fait d'ailleurs, donc comme vous le dites, il n'y a aucune raison pour qu'ils n'aient pas une vie normale. Qu'est-ce qu'elles pensent ces mamans en prison? Elles sont super heureuses. Il y en a même une, la mère de Razak, Emmanuel plutôt, qui est en train de voir les services socio-éducatifs de la MACA pour que son enfant soit référé. Elle nous a dit que le petit Emmanuel, il frappe les barreaux de la cellule quand on ferme les soirs ou quand ça sonne le matin. Et donc elle est un peu exaspérée par tout ça parce que l'enfant refuse. Elle dit que depuis la scolarisation, cet enfant s'exprime bien, il a pris goût à la vie, il n'est plus timoré, mais il supporte maintenant très mal l'enfermement. Je pense qu'il est plus que temps que cet enfant sorte. Et ça, c'est le cri de la mère qui est en prison. Et nous, on fait ce qu'on peut à l'extérieur pour que son cri de cœur soit entendu et on espère que le message le sera. Au plan psychologique, ces enfants, comment le vivent-ils aujourd'hui, mais comment risquent-ils de le vivre au plan psychologique dans l'avenir? C'est clair que les incidences psychologiques sont énormes et on dira peut-être heureusement que ces enfants sont encore en bas âge, mais on le dira aussi peut-être pas parce que c'est à cet âge-là justement qu'on accumule 80% de ses souvenirs en étant grand. Donc ces enfants pour l'instant ils n'ont pas conscience du fait qu'ils sont en cellule et la scolarisation leur a permis de savoir qu'il y a des enfants comme eux qui à 10 heures sont ensemble dans une salle de classe. Donc je pense que c'est ce qui commence à difficilement supporter en étant aujourd'hui en cellule, d'où la réaction d'Emmanuel. Ce sont des enfants qui sont traumatisés parce qu'ils ont été suivis par un pédopsychiatre de la fondation et ils étaient vraiment traumatisés, ils rejetaient l'autorité, ils jetaient tout systématiquement. C'est des enfants que les maîtresses à l'école ont pu redresser et aujourd'hui ça commence à aller. Mais comme je vous le disais, le travail est chaque fois battu en brèche parce qu'ils retournent, parce qu'ils voient autre chose, parce qu'ils ont un autre univers, un autre modèle de vie en prison. Donc vivement qu'ils sortent très rapidement pour limiter les dégâts. C'est les enfants, quand ils vont sortir, nous n'allons pas non plus les laisser parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement psychologique sur un long terme pour permettre de rattraper cela. Donc ils sont petits, ils ont 2 ans, ils ont 3 ans. Il faut qu'ils sortent avant 4 ans. En tout cas, le plus tôt serait le mieux. Et nous, par la suite, nous irons les voir dans ces établissements étatiques pour leur apporter toujours le soutien psychologique parce que les mères seront quand même en prison. Et vous savez comment c'est dur pour les enfants quand ils sont charriés par leurs amis, leurs copains de classe. Oui, mais justement, je voulais vous demander, est-ce que vous faites une sensibilisation auprès des autres élèves pour que ces enfants ne soient pas stigmatisés, ne soient pas victimes de moqueries ou autres?
Si, absolument. D'ailleurs, la fondatrice de l'établissement qui a été réceptive à ce projet et qui nous a proposé de venir dans son établissement a été sensibilisée sur la question. Elle aussi, elle a réuni tous les autres parents d'élèves à qui on a expliqué la situation de ces enfants-là. Ils ont compris les conditions de ces enfants. Ces enfants ne sont pas présentés à leurs petits camarades comme étant en prison. On dit seulement à leurs petits camarades que ces enfants-là traversent des moments difficiles et qu'ils ont besoin de l'affection de tous. Alors, ce matin, par exemple, quand ils sont rentrés en classe, c'était un accueil qu'on leur avait réservé, quelque chose de spécial pour eux. Ils sont arrivés, il y avait des chants, leurs copains étaient tout heureux de les voir. À ces enfants de la maternelle, à ces enfants de la crèche, vous n'avez pas à dire grand-chose pour qu'ils acceptent l'autre. Mais dès que les enfants vont arriver au CP1, quand le langage sera construit, quand on dira qui est ton père, qui est ta mère, où se trouve ton père, où se trouve ta mère, c'est là que le problème va se poser. Donc, il faudrait qu'ils sortent au plus tôt. Qu'est-ce que vous envisagez là pour toutes ces femmes qui sont enceintes en prison actuellement à Abidjan? Alors, c'est une prise en charge décente pour leur permettre justement de mener leur grossesse à terme. Elles sont au nombre de 6. Vous savez, l'alimentation et les conditions de vie ne jouent pas forcément en leur faveur parce que déjà, elles ont été sanctionnées par la société et elles sont doublement vulnérables parce qu'elles sont enceintes. Donc, c'est des mamans qui ont besoin d'un traitement particulier, tant au niveau nutritionnel qu'au niveau de la santé et du suivi psychologique aussi. Vous savez, une femme en identification normale est déjà vulnérable. Donc, c'est faire ce suivi-là avec ces mamans, s'assurer qu'elles s'accouchent au moins dans de bonnes conditions et permettre aussi que ces enfants-là puissent bénéficier de soins appropriés parce que c'est une prison pour adultes et il n'y a pas de pédiatre. Déjà, nous avons initié la consultation médicale. Le 4 décembre, un pédiatre sera là. Lui aussi, il est sensibilisé à la cause des mamans qui vont bientôt accoucher. Il y a une sage-femme sur place, heureusement, à la MACA. Est-ce qu'elle sera débordée ou pas? Il faut toujours renforcer aussi ses capacités pour permettre un suivi idéal pour ces mamans et pour ces futurs bébés. La maman du petit garçon dont vous parliez tout à l'heure, Emmanuel, comment s'appelle-t-il? Emmanuel. Elle a une longue peine en prison. Elle en a pour combien de temps encore? Elle est en prison pour meurtre, un peu plus de temps. Nous, ça ne nous dérange pas de poursuivre la scolarité des enfants, même quand on sait que notre objectif final, c'est que ces enfants quittent le milieu carcéral. Mais on l'a évoqué plus haut, l'idéal aurait été qu'il y ait une prison spécifiquement dédiée aux femmes. Est-ce que ce type de projet est plus ou moins un projet pilote ou est-ce que vous avez d'autres exemples, notamment dans certains pays d'Afrique, sur lesquels vous vous êtes calqué éventuellement? C'est vraiment un projet novateur en la matière parce que nous avons des retours des autres pays de la sous-région, d'ONG. Donc nous avons mené des recherches, rien n'est fait à la matière. Les gens vous diront, et ça c'est l'obstacle auquel nous sommes confrontés, ils vous diront « Ah oui, mais c'est un sujet sensible dans la mesure où vous retirez l'enfant de sa mère ». Nous on dit qu'on ne doit pas réfléchir pour l'avenir d'un enfant de cette façon. Un enfant est un être à part. Lorsque sa mère est condamnée, il n'a pas à payer pour les erreurs de sa mère. De façon systématique, il doit être retiré de sa maman. Pourquoi? Parce que sa mère part en prison. Elle ne part pas en vacances, elle part en prison. Et c'est un régime draconien là-bas, encore plus sous nos tropiques. Donc on ne doit pas faire payer à l'enfant cet état de fait. À ce propos, est-ce que l'on s'assure de la sécurité de ces enfants s'ils sont, par exemple, entre les mains justement d'une maman qui a commis un ou plusieurs meurtres? L'enfant ne risque-t-il pas d'être victime de sa propre mère? Oui, ça pourrait arriver dans la mesure où la mère peut être psychologiquement instable et donc cela peut jouer effectivement sur le lien affectif avec la mère parce que vous savez que tous ces enfants qui sont là-bas sont pratiquement une bouée de sauvetage pour leur maman. Elle s'accroche à eux alors que le schéma devrait être inverse. C'est-à-dire que l'enfant devrait s'accrocher à l'affection de sa mère. Donc, utiliser un enfant comme ça, c'est déjà très malsain pour cet enfant lui-même émotionnellement et mentalement. Donc, c'est vrai, il y a urgence de pouvoir retirer tous ces enfants de leur maman. Vous dites que ces femmes ont des contacts avec les hommes qui sont en prison également. Oui. Est-ce que il y a des femmes justement qui ont des rapports sexuels avec d'autres prisonniers et qui tomberaient enceintes?
Ça, c'est une excellente question. Nous ne nous sommes pas posé malheureusement cette question-là. Les informations que nous avons, c'est que les mamans rentrent en prison ou éventuellement qu'elles accouchent en prison. Mais cette question aussi pourrait être posée dans la mesure où par moment il y a du rififi en prison et donc les hommes peuvent débarquer au bâtiment des femmes. Maintenant, en situation d'insécurité, qu'est-ce qui se passe? On peut pousser la réflexion. En tout cas, Mireille Niaouré-Botti, ce qu'on a bien compris, c'est que c'est ce que vous dites depuis très longtemps et que vous continuez de dire, c'est certainement pas un endroit pour des enfants et encore moins des enfants en bas âge, quels qu'ils soient. Donc Mireille Niaouré-Botti, présidente de la fondation Mireille Anti en Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Bon courage et à bientôt. Merci, au revoir. Arrête. Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you, round two. You open your eyes, flat on your back, you look to the sky, you rise. La Voix de l'Amérique, tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30,